exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant. Ouais, carrément fascinant. Et très pointu aussi. C'est ça. Notre analyse s'appuie sur un document médical vraiment spécifique. En fait, ce sont les protocoles de prise en charge des urgences hyperglycémiques à l'hôpital. Les fameuses crises métaboliques majeures, quoi. Voilà. Plus précisément, on va parler de l'acidocétose diabétique, qu'on appelle souvent l'ACD, et de l'état hyperosmolaire, ou EHO. C'est des acronymes qu'on va beaucoup utiliser. Mais je précise tout de suite, la mission d'aujourd'hui, c'est pas de faire un cours de médecine aride ou rébarbatif. Pas du tout. L'objectif, c'est vraiment de décoder la logique qui permet de sauver des vies lors d'une crise pareille. Et c'est une logique qui est souvent très contre-intuitive, comme on va le voir. Exactement. Et pour donner le ton, il y a une métaphore dans nos sources qui est juste parfaite. Une métaphore automobile. Ah oui, j'adore celle-là. Pour sauver un patient en crise, la règle absolue, c'est, je cite, remplir le réservoir avant de démarrer le moteur. C'est une excellente façon de poser le cadre. Parce que, face à une urgence où le taux de sucre crève le plafond, notre intuition première, ce serait de faire baisser ce sucre immédiatement. Bah oui, c'est logique. Trop de sucre, on enlève le sucre. Sauf que non. L'urgence vitale, paradoxalement, c'est pas toujours la glycémie dans les premiers instants. Il s'agit d'abord de rétablir un équilibre global, un équilibre des fluides. Bon, pour bien comprendre cette porte d'entrée, décortiquons tout ça avec une histoire clinique. C'est le meilleur moyen d'ancrer la théorie dans le réel. Je suis bien d'accord. Allons-y. Alors, nos sources présentent le cas d'une jeune femme de 17 ans qui débarque aux urgences. Le tableau est sévère. Elle a perdu 20 kilos en 2 mois. 20 kilos, c'est énorme. Ouais, massif. Elle souffre de ce qu'on appelle un syndrome polydipsique. Ce qui veut dire en langage courant qu'elle a une soif insatiable et qu'elle urine constamment. Voilà, c'est ça. Au niveau des constantes, son rythme cardiaque est très rapide, à 105 battements par minute. Et là, le médecin demande une priorité absolue à l'infirmière. Une glycémie capillaire, le fameux dextro. Au lit du patient, oui. Et le petit lecteur affiche un message très simple. Il affiche HI. HI, pour high, donc haut en anglais. C'est tellement élevé que la machine n'arrive même plus à donner un chiffre. Et ça, c'est le point de départ de l'arbre décisionnel. Un résultat hors limite comme ça nous amène à différencier deux grands profils métaboliques. Les deux visages de la crise. Exactement. Le premier profil, c'est celui de cette jeune fille, l'acidocétose diabétique, l'ACD. C'est typique chez les jeunes, très souvent lié à un diabète de type 1 qui vient d'être découvert. Ou qui n'était pas connu du tout, du coup. Voilà. En fait, le problème ici, c'est un déficit absolu en insuline. Il n'y a plus du tout d'insuline. Et l'installation de la crise est fulgurante. En général, ça se met en place en moins de 24 heures. C'est ultra rapide. Oui. Et le diagnostic repose sur une triade bien précise. 1. Une hyperglycémie au-delà de 11 millimoles par litre. 2. Une cétose, c'est-à-dire une présence massive de corps cétonique supérieure ou égale à 3. Et le troisième point? Une acidose sanguine importante, avec un pH qui chute en dessous de 7,30. D'accord. Donc ça, c'est la crise foudroyante, jeune, acide, sans insuline. Mais il y a un deuxième profil, non? Ouais, tout à fait. C'est l'état hyperosmolaire, l'EHO. Là, on est sur un profil plus âgé, souvent lié au diabète de type 2. Et la mécanique est différente. Totalement. Là, il reste un tout petit peu d'insuline, juste assez pour empêcher le corps de produire ses acides, les corps cétoniques. Donc pas d'acidose majeure, le pH reste au-dessus de 7,30. Mais alors, c'est quoi le danger si c'est pas acide? C'est l'installation progressive. La crise couvre sur plusieurs jours. Il y a un facteur déclenchant, genre une infection, ou juste un patient âgé qui ne boit pas assez d'eau pendant une canicule. Ah, la déshydratation lente. C'est ça, le sucre s'accumule doucement, jour après jour. Et comme le sucre attire l'eau, les reins font uriner le patient à outrance pour éliminer. Le sang devient une vraie pâte. L'osmolarité explose à plus de 320 milliosmoles par litre. Donc un sang littéralement sirupeux. Bon, décortiquons tout ça au niveau de l'action médicale maintenant, parce que c'est là que ça devient complètement dingue. Je vois où tu vas en venir. C'est l'aspect le plus surprenant de ces protocoles. On a un patient devant nous, le sucre est explosif, la machine hurle. Le réflexe de base, le truc évident, ce serait de lui injecter de l'insuline sur le champ, non? C'est l'instinct de tout le monde. Et pourtant, les documents médicaux hurlent le contraire. En rouge, encadré, clignotant. Alerte, ne jamais débuter l'insuline avant le remplissage. Mais pourquoi? C'est le traitement du diabète, l'insuline? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la mécanique des fluides. Quand le patient arrive dans cet état, la déshydratation extracellulaire, donc dans les vaisseaux sanguins, elle est totale. Les vaisseaux sont presque à sec. Ok, le réservoir est vide. Voilà, l'insuline, son boulot, c'est de faire entrer le sucre à l'intérieur des cellules. Mais le truc, c'est que l'eau suit le sucre. Ah, le fameux transfert intracellulaire. Exactement. Si on donne de l'insuline trop tôt, le peu d'eau qui restait dans les vaisseaux sanguins pour maintenir la tension artérielle va fuir brusquement à l'intérieur des cellules. Et là, c'est la catastrophe? C'est le collapsus cardiovasculaire immédiat, une chute de tension mortelle. En voulant faire baisser le sucre, on tue le patient par arrêt circulatoire. C'est glaçant quand on y pense. L'ordre vital est donc complètement inversé. D'où la priorité absolue de la première heure. Remplir le réservoir. C'est de l'hydratation massive, avec du chlorure de sodium, le fameux NaCl, à 0,9%. Les sources parlent de volumes énormes d'ailleurs. Très énorme. De H0 à H5, c'est intensif. Dès la première heure, c'est 1000 ml, soit 1 litre entier qu'on envoie dans les veines. Et sur 24 heures, l'objectif global est massif, c'est ça? Ouais, on vise 4 à 6 litres sur 24 heures pour vraiment pallier ce déficit hydrique. On sauve d'abord la plomberie, si on peut dire, avant de gérer la chimie. D'accord. Donc on a commencé à remplir, le réservoir prend de l'eau, mais là encore, on ne peut toujours pas démarrer le moteur de l'insuline. Il y a un autre barrage, un véritable feu tricolore biologique qu'il faut franchir. Le potassium. C'est la clé de voûte de la sécurité avant l'insuline. C'est le feu vert de l'insuline, comme je l'imagine. C'est une super métaphore visuelle. Le potassium, ou K+, c'est ce qui gère, entre autres, l'électricité du cœur. Et l'insuline a un lien de cause à effet direct avec lui. Explique-nous ce lien parce que c'est crucial. En fait, l'insuline, c'est comme une clé. Elle ouvre la cellule pour faire entrer le sucre, mais elle entraîne mécaniquement le potassium avec lui à l'intérieur de la cellule. Donc, le potassium disparaît du sang. Exactement. Il quitte le sang pour entrer dans les cellules, ce qui provoque une chute foudroyante du taux de potassium sanguin. Une hypocalémie. Et ça, pour le cœur, c'est pas bon. C'est mortel. Ça provoque des arythmies et potentiellement un arrêt cardiaque. C'est pour ça qu'on a ce système de feu tricolo dans le protocole. Donc le feu rouge, c'est quoi les valeurs? Feu rouge, c'est quand le potassium est inférieur à 3,5 millimoles par litre. Là, c'est arrêt immédiat. Interdiction formelle de démarrer l'insuline. C'est un danger de mort. On appelle la réanimation directe, j'imagine. Très souvent, oui. Il faut recharger le potassium en urgence avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ensuite, on a le feu orange.
Le feu orange, c'est entre 3,5 et 5,5 millimoles par litre. Là, on sait que le potassium est à peu près normal, mais qui va chuter avec l'insuline. Donc, on fait une supplémentation systématique. On anticipe la baisse. Ouais, on ajoute 2 grammes de KCl par litre dès le 3e flacon de réhydratation. C'est préventif. Et le feu bleu ou vert? Ça, c'est si le potassium est supérieur à 5,5. Là, on n'apporte pas de potassium tout de suite, mais attention, surveillance ECG obligatoire pour guetter la moindre dyscaliémie, le moindre trouble du rythme. D'accord. Donc, récapitulons. Le réservoir se remplit, le potassium est sécurisé, on a passé le feu vert. Là, on peut enfin démarrer le moteur. Enfin, c'est le moment de l'insuline. Mais là encore, c'est pas fait n'importe comment. C'est du dosage d'orfèvre. On met en place une insuline en continu à la seringue électrique, ce qu'on appelle IVSE. Exact. Un débit très précis de 0,1 unité internationale par kilo et par heure. Pour donner une idée, pour une personne de 60 kg, ça fait juste 6 unités par heure. C'est pas énorme. Et surtout, les sources mettent un énorme panneau d'interdiction. Ah oui, c'est écrit en gras. Jamais de bolus initial. Jamais. Un bolus, ce serait une grosse dose d'un coup. Le problème, c'est que si on fait chuter la glycémie trop vite, on crée un déséquilibre osmotique brutal. Et le risque, c'est l'œdème cérébral, non? C'est exactement ça. Le cerveau gonfle, et c'est gravissime. Donc on y va doucement, en continu. Mais l'objectif de cette insuline, c'est là qu'on découvre une stratégie à long terme incroyable. Ce n'est pas juste de faire baisser le sucre. Non, le vrai ennemi, surtout dans la cétoacidose, c'est l'acide. L'objectif de l'insuline, c'est de bloquer la cétogénèse, d'arrêter l'usine qui fabrique les corps cétoniques. On vise une diminution bien précise d'ailleurs. Ouais, on cherche à faire baisser la cétonémie de 0,5 millimoles par litre et par heure. C'est lent, c'est progressif. Et c'est là qu'on tombe dans le plus grand piège de ce protocole, le grand piège médical. Le piège de la normalisation. Raconte-nous, parce que c'est hyper vicieux. En fait, le sucre sanguin baisse beaucoup plus vite que les acides. Donc au bout de quelques heures, l'écran de contrôle va montrer une glycémie qui redevient presque normale, en dessous de 14 millimoles. Et là, le réflexe humain naturel, c'est de dire « Bon, super, le sucre est bon, j'arrête l'insuline ». Et c'est la pire chose à faire. Si on arrête l'insuline, la production d'acide redémarre instantanément. Le sang est toujours toxique, l'acidose est toujours là. Mais attends, si on n'arrête pas l'insuline alors que le sucre est déjà bas, on va provoquer une hypoglycémie mortelle, non? C'est tout le paradoxe. Et la parade est brillante. On rajoute du sucre? Exactement. On ne coupe surtout pas l'insuline, qui doit continuer à nettoyer les cétones, mais on ajoute du glucose à 10% dans les perfusions. Genre 125 millilitres par heure. C'est fou de se dire qu'on donne du sucre pur à un patient qui est rentré pour une hyperglycémie record. Mais c'est vital. Ce sucre perfusé sert de bouclier. Il protège le patient de l'hypoglycémie pendant que l'insuline termine son travail de nettoyage de l'acidose en arrière-plan. C'est vraiment de la haute voltige métabolique. Ça me fascine. Bon, avec toute cette complexité, il y a pas mal de mythes médicaux qui persistent, surtout quand on parle de l'autre profil, le patient âgé en état hyperosmolaire. Ah, le fameux mythe du scanner cérébral. Ça, c'est un classique des urgences. Oui, parce que ces patients-là arrivent très souvent dans un état de confusion mentale. Ils sont désorientés, parfois dans un coma léger. Du coup, réflexe logique de la médecine classique, face à une personne âgée confuse, on pense à un AVC, un problème neurologique. Et hop, on veut l'envoyer au scanner. Voilà. Sauf que les protocoles démontrent que c'est une erreur de priorité. La confusion de ce patient n'est pas liée à une lésion physique du cerveau, elle est purement métabolique. C'est l'hyperosmolarité, c'est ça? C'est ça. Le sang est tellement concentré, tellement sirupeux qu'il aspire l'eau des neurones. Les neurones se déshydratent et ne fonctionnent plus correctement. La priorité, c'est donc vraiment pas la machine à scanner. Pas du tout. La priorité, c'est l'eau. C'est le remplissage dont on parlait tout à l'heure. C'est l'hydratation qui va rediluer le sang, regonfler les neurones et ramener la lucidité du patient. L'eau soigne la conscience, en quelque sorte. Magnifique. Alors comment on sort de cette crise? Comment on fait le relais final? Il y a des critères très stricts pour arrêter enfin cette insuline en intraveineuse. Il y a la cétonémie qui doit être inférieure à 0,5. Ouais, le sang doit être nettoyé. Le pH doit être remonté au-dessus de 7,30. Et un truc très concret, le patient doit être capable de manger. C'est le signe que le système digestif et l'état général sont repartis. Mais le relais vers les piqûres d'insuline classiques en sous-cutané, c'est une étape très délicate. Le fameux chevauchement, the overlap. C'est vital. L'insuline en intraveineuse a une durée de vie de quelques minutes. Dès qu'on coupe la pompe, il n'y a plus rien. Par contre, l'insuline qu'on injecte sous la peau met du temps à agir. Parfois 1 heure ou 2. Donc si on coupe la pompe et qu'on fait la piqûre en même temps, le patient se retrouve pendant 1 heure ou 2 sans aucune insuline active. Et c'est l'effet rebond garanti. Voilà, la crise repart. Il faut donc absolument faire l'injection sous-cutanée et laisser tourner la perfusion intraveineuse pendant encore 1 à 2 heures. C'est ça le chevauchement. Ça assure une transition sans trou d'air. Quel parcours du combattant. Si on doit synthétiser toute cette mécanique de précision en une fiche réflexe, un mantra, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans le milieu médical, Ce serait ça. Remplir, sécuriser le potassium, insuliner, surveiller, toujours dans cet ordre. remplir, sécuriser, insuliner, surveiller, c'est la séquence qui sauve des vies. Et honnêtement, en explorant ces documents, il y a une pensée provocatrice qui m'est venue, qui prolonge un peu ce qu'on disait sur le mythe du scanner cérébral. Ah, je t'écoute. On a tellement l'habitude, dans notre culture, de séparer le logiciel, c'est-à-dire notre conscience, notre cerveau, du matériel, notre corps, notre chair. C'est la dualité classique, oui. Sauf que le patient en état hyperosmolaire nous prouve le contraire de façon assez brutale. Son esprit, sa lucidité, sa capacité à interagir avec le monde ne tiennent finalement qu'à une simple question d'osmolarité et d'équilibre hydrique dans son sang. Un peu trop de sel ou de sucre, pas assez d'eau et la conscience s'éteint. Exactement. Et ça amène à se demander, pour tous les autres moments de notre vie, combien d'états mentaux, d'états psychologiques ou même de traits d'humeur qu'on attribue fièrement à notre personnalité ne sont en réalité que de simples déséquilibres temporaires de la mécanique des fluides corporels. C'est une perspective vraiment fascinante. Ça remet un peu d'humilité dans notre façon de voir l'esprit humain. Une belle idée à méditer pour clore cette analyse. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de la physiologie humaine et à très bientôt pour une nouvelle exploration.